Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV, et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Anne Broez. Bonjour Anne Broez. Bonjour. Merci beaucoup d'être dans notre émission. On se dit tout, l'émission des décideuses engagées que vous êtes, on va le voir. Vous êtes directrice générale des marchés Europe-Afrique au Club Med. Avant de parler du Club Med évidemment et de ses enjeux, on a envie de vous connaître un petit peu mieux. Anne Broez, qu'est-ce qui vous a construite? Quelles ont été vos aspirations dans la vie et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes directrice générale des marchés Europe-Afrique au Club Med? Question ouverte. Une question très très large. Déjà, merci de votre invitation. Qu'est-ce qui m'a construite? Je vous dirais, c'est probablement l'alliance du travail et de la passion. Que j'ai découvert à la fois à côté du travail, d'abord par le sport. Pendant toute mon enfance et mon adolescence, j'étais en équipe de France junior de ski nautique. Et aujourd'hui, je fais du ski nautique dans des eaux bleues très chaudes, mais à l'époque, c'était plutôt sur la Seine à Vernon, d'avril à octobre. Donc vous voyez, ça forge le caractère, ça c'est le côté travail. Le bonheur des gains, le fait d'apprendre de la défaite aussi, parce que parfois on finit au pied du podium, la fameuse 4e place, même si on a travaillé ardemment. Et puis après, quand je suis rentrée dans la vie professionnelle, j'ai eu un déclic décisif sur une expérience dans les télécoms, dans une entreprise qui s'appelait Citeor à l'époque, qui maintenant différentes évolutions jusqu'à devenir une entité d'Orange Business Services. Et en fait, là, j'ai découvert la passion dans le monde professionnel. J'ai découvert à travers les technologies l'alliance de commerciaux et d'ingénieurs qui inventaient un nouveau monde, qui défrichaient des nouveaux marchés et qui étaient d'une certaine façon exaltés par leur travail. Et ça a été très décisif parce qu'ensuite, quand je suis, ça c'était pendant une année en entreprise, pendant les études, quand je suis sortie de l'école et que j'ai pris un job classique et traditionnel, j'avais un job dans une entreprise, alors c'était un fabricant industriel où les gens étaient assez peu passionnés, enfin faisaient voilà, le jeune cadre bien sous tout rapport, mais de gens qui n'avaient pas d'impulsion dans leur travail. Et j'ai toujours eu cette voie qui me venait de l'expérience dans la technologie, et en fait j'ai suivi cette voie, j'ai suivi cet ancien, et j'ai toujours cherché à allier le travail, parce qu'on ne réussit rien sans travail, mais avec la passion. Et j'ai découvert en rejoignant le Club Med, dans le bureau de la DRH, il y a une citation de Confucius, et alors elle résonne en moi, qui est « Choisis un travail que tu aimes, et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie ». Et c'est voilà, l'élément fondateur, je pense. Donc la tech, ça a été vraiment un déclic, hein, vous l'avez découvert lors de votre premier emploi. Au cours de vos études, c'était pas quelque chose auquel vous aspiriez? À l'époque, moi je rentrais en école de commerce, on était en 1994, vous voyez, la technologie, ça faisait pas partie du cursus classique d'école de commerce. Et donc j'ai découvert surtout chez les filles. Alors chez les filles, mais alors même chez les hommes à cette époque-là, c'était les tout début balbutiement d'Internet, on commençait à faire un petit peu d'informatique. Et donc, en fait, j'y suis rentrée par les télécoms. Et puis ensuite, en 98, je suis allée travailler sur la partie Internet. Et là, c'était à la fois le Far West et une croissance inouïe et le fait que... des possibilités immenses. Voilà, j'ai travaillé pendant 14 ans dans une agence digitale qui s'appelait Full Six, qui depuis a été rachetée par Havas, mais on a, pendant toutes ces années-là, avec l'ensemble des collaborateurs, on a défriché en permanence. Moi, j'ai lancé des études sur Internet en 2000 quand on m'a dit ça ne marchera jamais. Il n'y a que les études dans la rue et par téléphone qui marcheront. J'ai lancé la pub vidéo sur Internet quand on m'a dit ça ne marchera jamais. Il n'y a que la pub à la télé, la vidéo sur Internet, ça ne marchera jamais. C'est très français de dire ça ne marchera jamais, hein, en plus. En fait, on se souvient des débuts d'Internet, effectivement, et du e-commerce en l'occurrence. Du e-commerce, de la confiance, des modes de paiement, enfin c'est... Et puis, je me souviens à l'inverse, il faut savoir être autocritique. Moi, ayant travaillé dans ce milieu-là, je crois que pendant 5 ans, on disait « Ah, cette année, c'est l'année du mobile ». Je crois que j'ai eu 5 ans où on disait... J'ai commencé, à mon avis, en 2009 ou 2010, et tous les ans, c'était l'année de la transformation du mobile. Et en fait, faut être humble. L'année du mobile est vraiment arrivée en 2015. C'est le moment où on a vu pour beaucoup de marques, moi j'étais au Club Med à ce moment-là, on a vu une bascule avec la majorité du trafic, des consultations de sites internet qui passaient sur mobile. Mais ça faisait déjà 5 ans qu'on l'annonçait comme étant la grande révolution. Donc parfois, il faut être aussi au bon moment et être humble par rapport à ce qui compte, qui sont les usages clients et le consommateur. Alors aujourd'hui, vous êtes directrice générale des marchés Europe-Afrique au Club Med. Pour quelle raison avoir bifurqué vers le Club Med? Alors, j'ai eu un parcours assez, il faut le dire, éclectique en termes de secteur. D'abord,
les télécoms, le job classique chez le fabricant industriel, et puis ensuite je suis rentrée dans cette agence conseil. Alors c'est vrai que pendant 14 ans, j'ai accompagné des clients d'industries complètement différentes, depuis du Procter, L'Oréal, Orange, SNCF, Galeries Lafayette, enfin tout secteur. Et puis quand le job de mes clients m'a donné plus envie que le mien, et ça m'est arrivé en conseillant les Galeries Lafayette, et je me suis rendu compte qu'on était au début d'une transformation et que le digital pouvait impacter pas juste les 3-4% de e-commerce que ça représentait à l'époque, alors qu'ils faisaient des pourcentages de croissance élevés, mais qui en valeur absolue étaient secondaires, je vous dirais, dans un PNL, une mission d'entreprise, mais que le digital pouvait changer le cœur de la matrice. Parce que finalement, ça impactait l'ensemble du business. Et à ce moment-là, j'ai eu envie de franchir la barrière et d'aller de l'autre côté. Et donc, j'ai d'abord été dans les médias. Ça, c'était pas classique, rejoindre un groupe familial qui est le groupe Amaury pour y diriger la régie publicitaire du Parisien. Et moi, je suis provinciale. J'ai été une grande lectrice du Figaro et j'ai découvert le Parisien en y mettant les pieds. Et j'ai découvert à ce moment-là, et c'est le fil rouge qui m'a amenée au Club Med, j'ai découvert les marques à mission. Alors, depuis, c'est devenu un cadre, même d'entreprise, mais j'ai découvert profondément ce que j'avais pas touché du doigt avant dans mon parcours, le terrain de jeu formidable que c'était de travailler pour une marque où chacun des collaborateurs, mais quel que soit le job, est transporté par le sens que ça a. Voilà. Et au Parisien... Un véritable engagement dans l'entreprise. Un engagement. Au Parisien, alors moi j'étais... Encore une fois, au début, j'arrivais sans me rendre compte. Alors on avait un floor avec le Parisien et à côté il y avait l'équipe. Alors moi je suis une femme, alors l'équipe pour les hommes ça l'est encore plus. Mais même au Parisien, il y avait la fierté de se dire le Parisien est une marque média apolitique et le Parisien est la marque média, le Parisien aujourd'hui en France, qui est le pouls des Français. Il y a cette fierté de se dire les hommes politiques ont le Parisien en haut de la pile, l'équipe en dessous, mais le Parisien en haut parce que ça va être le pouls de la France. Et en fait ça transportait à la fois les journalistes, l'équipe éditoriale, mais ça transportait même les commerciaux que j'animais. On était des vendeurs de pub. Mais chacun le faisait différemment et avec engagement. Et c'est ce qui m'a amené ensuite au Club Med à travailler sur une marque aussi qui nous, je vous dirais le point commun, c'est une marque qui nous dépasse. Chacun de nous, chacun des géos, puisque les gentils organisateurs c'est en village mais aussi en bureau, chacun de nous contribue à écrire le Club Med d'aujourd'hui et de demain, mais l'origine et l'après-demain, voilà, il nous dépasse. Alors les géos, c'était une de mes questions. Est-ce qu'ils n'ont pas disparu, ces fameux gentils organisateurs, quand on sait que le Club Med a fait une énorme transformation, 20 ans d'évolution, montée en gamme des prix, c'est complètement retransformé. Où sont passés les géos? Vous en avez fait partie? Les géos sont, les géos sont plus que jamais le cœur du Club Med. Alors, vous posez une très bonne question. Le Club Med est un champion français à la fois du savoir-faire français à l'international, et puis c'est également emblématique d'une transformation réussie d'entreprise. C'est aussi, quand on regarde l'envers du décor, emblématique du fait que la transformation prend du temps. Ça a été 20 ans. La transformation du Club Med a commencé en 2004 et elle s'est terminée au printemps 2024 en la démarrant, et les équipes dirigeantes et Henri Giscard d'Estaing, notre président, le dit lui-même, il n'y avait pas forcément l'idée que ça allait être aussi long, mais ce qui compte, c'est que c'est réussi. Et au démarrage de la transformation du Club Med, il y avait deux convictions. L'une était que si le Club Med ne changeait pas, il allait disparaître. Le Club Med était sur un marché qui allait se polariser entre le moins cher et les meilleurs, et en restant au milieu, on allait être tiré vers du low cost. Et le Club Med, notamment par les géos, le Club Med est un modèle human intensive. Enfin, c'est un modèle avec beaucoup d'équipes, beaucoup de savoir-faire, toutes ces activités qui sont proposées, et donc ça ne se fait pas de façon qualitative en low cost. Et donc la transformation, elle a consisté à faire évoluer les resorts, l'ensemble du parc immobilier pour évoluer avec les attentes clients. Alors, le Club Med est plus cher aujourd'hui qu'il était avant, mais en même temps, le Club Med, ça a été ces dernières années 400 millions d'euros d'investis par an pour rénover, créer des nouveaux resorts et les monter en gamme. Et il faut dire que les gens qui aimaient en 2004 aller faire du ski en passant la semaine dans 12 mètres carrés, aujourd'hui, c'est moins l'envie. Les gens ont envie d'être en vacances, de faire du sport, mais d'avoir aussi... Il y a une évolution de la demande aussi. Il y a une évolution de la demande, de l'envie éco-responsable. Exactement. De confort, d'éco-responsabilité. Et donc, la première conviction dans la transformation était qu'il était nécessaire de transformer, mais il y avait, et c'est une phrase qui nous anime encore maintenant, c'est une phrase d'ailleurs du livre Le Guépard, qui est « Il faut tout changer pour ne rien changer ». Et en fait, il y avait très tôt le fait de dire, au moment où on va se transformer, il ne faut pas perdre de vue ce qui nous caractérise. Et j'aime beaucoup votre question sur les géos, l'ADN du Club Med. Et à ce moment-là, il y a tout un travail de fond qui a été fait collaboratif avec toutes les équipes bureaux et en terrain pour écrire ce qui était l'ADN du Club Med et ce qui, quand tout le reste allait changer, ne devrait jamais changer. Et donc les géos sont le cœur
du Club Med plus que jamais. Donc les géos sont effectivement ce qu'on appelle les gentils organisateurs et qui s'occupent de créer les conditions du bonheur pour les clients, les gentils membres. Ouais, et de façon éco-responsable. Les Français ont changé leur façon de voyager. Est-ce qu'ils partent plus longtemps, plus loin? Comment ça se passe? Quels sont les constats que vous faites? Alors, je vous dirais la responsabilité sociale et environnementale, et donc il y a à la fois l'environnement et le social, on voit que c'est un sujet de plus en plus important. Alors, il y a pour nos clients, mais le premier point que l'on sent fortement, c'est pour nos collaborateurs. Nous, au Club Med, ça a été un sujet qui a toujours été dans l'ADN, l'origine, l'histoire du Club Med, dans sa création il y a 74 ans. Mais c'est quelque chose qu'on montrait peu, qu'on racontait peu. On le faisait, mais sans en parler. Il y a une grande humilité face à ces sujets, parce qu'on est, j'allais dire, ce qu'on fait compte, chaque contribution compte, mais nous sommes petits dans le monde qui nous entoure. Donc c'est des choses dont nous parlions peu. Et c'est venu d'abord il y a quelques années, notamment renforcé dans l'après-Covid, de nos équipes qui disent j'ai envie de savoir. Quand on va réouvrir en décembre 2024 Serre Chevalier, en fait nos équipes qui arrivent dans Resort ont envie de savoir dans la construction, ça a été 50 millions d'euros pour transformer ce resort et le passer d'un resort qu'on appelait 3 tridents avant à un resort premium. Sur les 50 millions d'euros, il y a 10 millions d'euros de bâtiments géo. Et pourquoi c'est important? Alors non seulement ce bâtiment a des modes de construction qui ont optimisé l'empreinte carbone, mais c'est de se dire aujourd'hui ce qui fait des clients heureux, c'est des équipes heureuses. Et les conditions de vie des équipes, les conditions de vie des saisonniers à la montagne sont extrêmement importantes. Donc quand on a monté le financement de projet, il fallait trouver pas à 30 ou 35 millions d'euros, ça aurait fait la même chose en vision client, j'allais dire superficielle. Mais dedans, on a mis 10 millions d'euros pour les équipes et on a un peu plus de 5 millions d'euros qui sont uniquement dédiés à l'optimisation énergétique du bâtiment, des choses invisibles des clients. Si vous venez en vacances à Serre Chevalier, vous n'auriez pas vu la différence, mais nous on la voit parce qu'on sait que dans la consommation en énergie, en eau du bâtiment, ça va pouvoir l'optimiser. Et donc ces sujets sont aujourd'hui extrêmement importants et avant même nos clients, c'est nos équipes qui ont envie de le faire. Et moi je suis impressionnée quand je vois des chefs de projet construction et qui sont comme des enfants devant un sapin de Noël, quand ils vont non seulement nous expliquer le projet, le nouveau Club Med, la rénovation, mais ils vont être extrêmement fiers de dire « j'ai trouvé un bac de douche qui va récupérer la chaleur de l'eau et contribuer à la chaleur du bâtiment ». Quand certains m'ont pitché, moi j'étais sponsor de notre projet de Club Med à Tignes, et quand le chef de projet construction m'a dit « on va mettre des panneaux solaires », je lui ai dit à la montagne, je me suis dit, est-ce que c'est une blague? C'est quand même pas l'endroit où il y a... Et il m'a dit, mais si, Anne, l'orientation du bâtiment... Ça dépend de l'orientation, ce que j'allais dire. Il y a du soleil à la montagne. Alors, il y en a. Après 15 heures, l'hiver, il n'y en a plus. Mais en fait, on opère l'hiver, l'été. On pense nos bâtiments pour les 20 à 30 prochaines années. La montagne, l'été, ça... Et la montagne, l'été, se développe énormément. Et donc, voilà, les équipes sont passionnées pour aller chercher ça. Et on voit, et ça rejoint votre question, que ça importe de plus en plus pour nos clients et qu'il y a le mix de faire des vacances qui vont compter pour eux, qui vont être transformatives, qui vont être un moment pour se reconnecter, mais de faire des vacances qui laissent aussi une empreinte positive là où on est allé. Bien sûr. Et une empreinte négative en matière d'environnement, ça c'est sûr. Alors, vous avez il s'agit de, j'allais dire, voyager, que ce soit pour le travail, que ce soit pour retrouver de la famille ou que ce soit pour les vacances, génère forcément une empreinte carbone. Donc, j'allais dire, tous les Club Med et tous les acteurs de l'industrie, ce qu'on doit contribuer à faire, c'est limiter au maximum l'empreinte négative. Et vous touchez un point très juste sur lequel on travaille sur le long terme, c'est comment influencer nos clients pour voyager moins souvent mais plus longtemps, à regarder l'empreinte carbone à la nuit hôtelière, mais augmenter le positif. Il y a énormément de positifs et on l'a vu pendant le Covid, quand le tourisme s'était arrêté, vous avez des régions entières qui ont souffert. Vous avez des pays, vous avez nos villages en Thaïlande, à Bali, au Maroc. Enfin, on contribue à la fois, nous, Club Med et puis les acteurs du tourisme, à faire vivre une économie. Ce qui compte, c'est de donner et d'impacter positivement. Je reviens sur un point qui nous rend très fiers au Club Med. Le Club Med, c'était une des premières fondations d'entreprises en France. Et aujourd'hui, c'est à la fois les investissements qu'on y met, mais chacun de nos géos a la possibilité d'offrir des heures de bénévolat. Et donc, vous avez des resorts Club Med. On a par exemple au Sénégal, à Cap Skirring, un resort où nos géos vont accueillir des enfants de la région pour les former au tennis. Et en fait, ces enfants deviennent après, ils peuvent découvrir un sport, une passion, donc il y a et découvrent un métier. De la part des collaborateurs. En fait, et vous retrouvez au Club Med, vous allez retrouver des géotennis qui vous disent, moi je viens de la région de Cap Skirring, en Casamance, et j'ai appris, on est extrêmement fiers, et c'est ce qu'il faut encore plus demain qu'aujourd'hui, et même si c'est dans les racines du Club Med à son origine,
on s'attache à augmenter cet impact positif. Question du Collège de Paris à présent, Oui. si vous le voulez bien, Anne Broez. Question du Collège de Paris. Collège de Paris, communauté d'école qui rend l'excellence accessible à tous. Et c'est juste après le jingle. La question du Collège de Paris que vous avez choisi, Anne Broès, c'est celle-ci. Quelle est la valeur qui représente le plus votre entreprise et comment se traduit-elle concrètement au Club Med? Alors, les valeurs, je ne vais pas vous en donner une, vous allez en avoir 5. Dans la transformation du Club Med, et je vous le disais, il fallait tout changer pour ne rien changer. Ce qui a été fait en 2004, c'est un travail collaboratif dans toute l'entreprise pour aller identifier, écrire les 5 valeurs du Club Med qui nous caractérisaient notre ADN depuis la création et qu'on allait chérir et ne pas bouger d'un iota quand tout le reste allait changer. Ces valeurs, c'est d'abord, et la plus évidente, c'est l'esprit pionnier. Le Club Med, c'est l'inventeur du tout inclus, l'inventeur du mini-club, le premier tout inclus au ski. Donc ça, on voulait le conserver, j'allais dire contre vents et marées. Et quand on travaille dans le tourisme, la question n'est pas est-ce qu'il y aura une crise, c'est quand et laquelle. Oui. Donc conserver l'esprit pionnier et l'avoir en fil rouge est extrêmement important. Le deuxième élément et la deuxième valeur qui a émergé des équipes, c'est la multiculturalité. Alors, il y a eu une tentation il y a quelques années de dire « Oh, on va appeler ça diversité, tout le monde appelle ça diversité ». Et on y a retravaillé 18 ans après, on s'est dit « Non, non, c'est vraiment multiculturalité. C'est comment le Club Med va favoriser la rencontre des cultures dans nos équipes, entre nos clients, la rencontre des horizons, la rencontre des origines, la rencontre des religions, pour être un facteur de compréhension, d'enrichissement personnel et avec humilité à notre échelle d'avoir une certaine contribution à la paix dans le monde qui est liée au fait de mieux se comprendre les uns les autres. Ensuite, la troisième valeur, et alors elle m'est très très chère, c'est la responsabilité. Alors, c'est bien sûr la responsabilité dans le sens de la RSE, mais c'est aussi la responsabilité dans le fait de dire, on a beaucoup d'ascenseurs sociaux au Club Med, de géos qui vont devenir managers à 22 ans, 24 ans. On a des gens qui sont devenus chefs de village, mais j'ai vu une jeune femme, c'était à 24 ans. Alors, elle était chez nous depuis ses 17 ans. Mais elle dirigeait 400 personnes. Et donc de se dire, quand on est un leader, on doit être un leader responsable, nos actions comptent. Et puis, on arrive sur les 2 dernières valeurs qui, là, sont plus atypiques dans des valeurs d'entreprise. Il y en a une qui est la liberté. Et une de nos valeurs est la liberté. Alors la liberté, ça se gagne, la liberté, ça se respecte. Mais c'est un élément qui anime nos équipes internes et notre façon de travailler. Et puis on en a une dernière. C'est quand on a acquis la responsabilité qu'on a peut-être la liberté. Exactement, c'est pour ça. Et j'aime beaucoup cette phrase, alors je ne sais plus quel philosophe elle était, mais qui est la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Mais donc la liberté est aussi dans un cadre, sans faire le franglais de freedom within a frame, mais c'est de donner cet espace de liberté aussi, d'initiative à nos équipes et d'être profondément pour nos clients un moment de liberté. C'est dans l'ADN du Club Med, hein, quand Gilbert Trégano a créé le Club Med, c'était la libération intérieure de l'homme, c'était après la Seconde Guerre mondiale. Et il y a eu le fait de dire, je veux créer un endroit où on va atteindre la libération intérieure de l'homme par le sport et la reconnexion à la nature. Enfin, c'est resté. Et nous sommes en 2024 et c'est très vrai. Quand on a vu l'effet qu'on avait dans le voyage et les vacances après le Covid, il y avait l'envie de souffler, d'avoir une charge mentale qui s'apaise et on travaille. La liberté aujourd'hui, c'est aussi de dire mais j'arrive en vacances et je pose les contraintes à côté. On arrête tout et on déconnecte. Et voilà, et le tout inclus aujourd'hui, c'est pas tout inclus parce que, alors il y a longtemps, le tout inclus c'était you can drink it all. Je peux manger à volonté, boire, etc. C'est plus économique qu'autre chose aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, nos clients, le tout inclus, c'est la liberté de se dire en vacances, je pense plus à rien. Les enfants ont envie de faire quelque chose, du ski nautique, ben, ils y vont, c'est là. Enfin, on se pose pas la question. La dernière valeur Et la dernière valeur, c'est la gentillesse. Ouais. Et ça, c'est une valeur que je n'ai vue nulle part ailleurs, qui est à la fois désuète et extrêmement moderne et qui est très très chère au cœur du Club Med et c'est le G de gentil organisateur et gentiment là. Voilà, la boucle est bouclée. La question du World Impact Summit, à présent le sommet international des solutions RSE à impact positif, c'est juste après le jingle. La question du World Impact Summit que vous avez choisi, Anne Broès, c'est celle-ci. À l'heure du purpose washing, comment donner du sens et des preuves à vos engagements en matière de responsabilité sociale et environnementale? On a parlé des valeurs, de défense de l'environnement, etc. Mais concrètement, comment est-ce que vous mesurez vos actions en la matière? Alors, au Club Med, une chose qui est fondatrice sur ce qu'on va faire, c'est le sens profond. Et je vous le disais, c'est dans les racines du Club Med, dans cette
libération intérieure de l'homme par le sport et la reconnexion avec la nature. Et donc, c'est quelque chose qui est profondément ancré au Club Med. Néanmoins, on a vu une accélération de l'intérêt pour ces sujets. Et pour ne rien vous cacher, ces dernières années, c'est même assez, finalement, c'est un vrai sujet de débat interne de dire est-ce qu'on doit dire ou pas ce qu'on fait. Oui. Donc, on intensifie énormément ce qu'on fait. Ça a toujours été dans les origines du Club Med. Et ce qui a changé, c'est que maintenant, c'est plus un sujet d'experts. Et ça me rappelle, moi, beaucoup la transformation digitale. Et ce qu'on constate ces dernières années, c'est que, comme ça a été le cas pour le digital, mais la responsabilité sociale et environnementale, c'est pas uniquement le sujet de l'équipe RSE qu'on a et qui est très talentueuse, mais c'est le sujet de chacun des géos en village et en bureau. C'est le sujet des personnes qui vont construire les Club Med. Et dès la conception, dès les premiers plans des bâtiments, la façon dont on va penser l'empreinte carbone de la construction et de la consommation, c'est le sujet après de chacun des géos qui va travailler au tennis, à la maintenance, et se dire comment dans l'opération, même d'un village qui date et qui n'avait pas été construit il y a 20 ans ou 30 ans pour ça, mais comment on va optimiser notre consommation, investir dans des panneaux solaires, optimiser la consommation d'eau, favoriser la biodiversité, et puis monter des programmes comme on a par exemple avec une ONG qui s'appelle AgriSud, des programmes de Green Farmer où on va aider avec eux à former des maraîchères et des maraîchers à côté des villages et avoir un gagnant-gagnant où nos clients bénéficient d'ultra local tout en faisant travailler le tissu économique. Donc c'est intensifier ce qu'on fait, mais ça, on l'aurait fait quoi qu'il arrive. Et finalement, la question que ça pose et qui est très juste avec le purpose washing, c'est est-ce qu'on doit en parler? Et c'est un grand sujet pour rien vous cacher de débat interne parce qu'on se dit, mais ce qu'on fait est important, mais on doit rester humble. C'est petit et personne n'est parfait, donc il ne faut pas en parler. Et puis on se rend compte néanmoins qu'en parler, c'est... ça attire des talents aussi. Ça attire les talents. Faire connaître ses et ça amplifie. Parce que quand on fait savoir, même rien qu'en interne, dans notre réseau social interne, ce qui est fait par un resort, quand on a des ramassages de déchets sur les plages, quand on a des grands goûters où on va accueillir des enfants environnants et leur faire bénéficier une après-midi, mais ils ont les châteaux gonflables, ils ont le goûter Club Med, ils vivent l'expérience magique que vivent nos clients. Quand on fait ça à un endroit dans le monde et que vous avez des équipes de Bali qui publient des vidéos, qui publient les témoignages des enfants, ça va en fait avoir un effet amplificateur d'en parler. Ça donne envie aux équipes dans tout le reste du monde de dire mais je vais prendre l'idée et le faire aussi et le faire plus grand. Donc comment garder le sens, c'est qu'il faut jamais perdre de vue pourquoi on le fait. Il faut garder... Et après, il ne faut pas que ça devienne aussi de la communication pour communiquer. Voilà, c'est garder beaucoup d'humilité. On fait des erreurs, on en fera. On en a fait. On n'aura pas la prétention d'être parfait. Ce qui compte, c'est d'en apprendre et de garder le cap. Et ça, ce qui fait qu'on va le garder au Club Med, j'allais vous dire, c'est nos géos. Parce que nos géos, que ce soit... On en revient toujours à eux. On en revient toujours à eux, mais donc c'est nos géos, que ce soit en bureau ou en resort, chacun de nous passe et va contribuer et mettre sa pierre dans l'histoire du Club Med, mais on est conscient d'aller chercher un impact fort et de vouloir le nourrir. Question de l'hémicycle à présent. Vous allez poser des questions, ou pousser des coups de gueule, on va le voir. Question de l'hémicycle, c'est vous qui allez interpeller les hommes et les femmes qui nous gouvernent. C'est juste après le jingle. La question de l'hémicycle, Anne Broez, question comme si vous étiez à l'Assemblée nationale. Devant le pupitre, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces femmes et ces hommes qui nous gouvernent? Vous avez 1 à 2 minutes face caméra, droit dans les yeux. Alors, le message au pouvoir public. J'aurais envie de vous demander d'accélérer le rayonnement et la décarbonation de notre belle montagne française. Pourquoi? Nous avons découvert avec le Covid que la montagne en France, ce n'était pas juste des Parisiens qui allaient se faire plaisir sur les pistes de ski, mais au moment où la montagne n'a pas pu ouvrir, nous avons découvert que c'était un tissu économique, un tissu social, finalement un poumon de la France. On apprend aussi par les problèmes et ça met en lumière tout le potentiel qu'on a pour le faire rayonner encore davantage sur l'hiver et sur la montagne-été. La montagne-été, ça a été l'été 2024, 50 000 clients Club Med. C'est 3 fois plus qu'au moment de la transformation du Club Med, mais ça peut être encore plus grand. Et donc, si j'avais 2 choses à vous demander, la première, c'est contribuer ensemble avec les pouvoirs publics, avec le secteur privé, à faire rayonner la montagne sur toutes ces saisons. Et puis le deuxième, parce que sinon le premier n'a aucun sens, c'est qu'ensemble, il faut accélérer de façon décisive la décarbonation de la montagne. Le premier élément, c'est sur le transport et les mobilités douces. Alors on peut se dire que ce n'est que l'enjeu de la SNCF, mais ça ne se fera que tous ensemble. Il faut arriver à accélérer, à augmenter l'accessibilité en train de la montagne pour que la masse des clients qui vont la découvrir en hiver comme en été puissent le faire avec une empreinte carbone optimisée. Et nous avons là un terrain de jeu, un terrain d'optimisation d'un tourisme à forte valeur pour l'économie,
pour le tissu social et qui peut se faire de façon très vertueuse pour l'environnement. Et je pense qu'avec la perspective des Jeux Olympiques de 2030, ça doit être une bataille commune. Voilà pour les deux messages, Anne Broës. La montagne, parce que c'est la montagne, on oublie toujours, mais c'est la montagne l'été aussi, hein, parce qu'on dit que beaucoup de stations ferment, etc. Mais la montagne, c'est aussi beaucoup de personnes qui y vont l'été de plus en plus. Merci beaucoup Anne Broës d'avoir participé à On Merci se dit à tout. vous. Merci pour vos engagements, merci à vous pour votre fidélité. Et on se retrouve très très vite pour un prochain numéro de On se dit tout. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir.